Nous allons travailler aujourd'hui, après avoir entendu hier un exposé, enfin un certain nombre d'exposés sur les faits donc, de ce génocide. Nous allons maintenant voir comment, ce qui est aussi important, comment ce génocide a laissé des traces dans la mémoire et comment on essaye aujourd'hui, de la manière la plus impartiale possible, de les traiter de la façon qui permette le plus possible, là aussi, un certain apaisement des mémoires. Voilà, donc je ne vais pas parler trop longtemps. Je vous présente donc notre premier communicant, donc le professeur Jeremy Sylvester, qui a été donc d'abord chargé de cours, maître de conférence au département d'histoire de l'université de Namibie. Bon, examinateur également du diplôme en histoire des muséales et en histoire mémorielle. Depuis 2005, il est responsable du programme de développement de l'Association des musées de Namibie. Il a collaboré ou dirigé ou rédigé lui-même un certain nombre d'études, dont le nombre est assez considérable, hein, que j'ai ici, tous donc consacrés au génocide ou aux résistances et bien sûr à la mise en scène, à la muséale de ces résistances. Donc je lui donne tout de suite la parole pour une vingtaine de minutes, 20 minutes if possible. Good morning. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais remercier l'Institut et le Muséum pour l'organisation de cet atelier vraiment très intéressant, nécessaire, et puis aussi parce que c'est l'occasion d'apprendre les uns des autres. C'est pour nous une occasion précieuse qui nous est donnée de démarrer le débat. Alors, je vais tout de suite démarrer avec ma présentation parce que je sais que nous devons respecter le temps qui nous a été imparti. Alors, je suis obligée de me débrouiller avec un ordinateur français. Alors, je suis ici devant vous aujourd'hui pour parler de la manière dont le génocide qui a été perpétré entre 1904 et 1908 enfin, de la manière dont on s'en souvient en Namibie. Mais comme le temps est limité, je vais parler surtout des monuments physiques plutôt que des commémorations annuelles qui sont organisées par les différentes communautés. Je travaille en tant que manager des musées, enfin de l'Association des musées de Namibie. Nous sommes une organisation non gouvernementale et avons la responsabilité de la gestion et du développement des musées régionaux. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer des images, beaucoup de photos, parce que j'espère que cela soutiendra mon propos. J'espère que ces images rendront plus clair ce que mes mots peut-être n'exprimeront pas aussi clairement. Ce que je veux surtout exprimer, c'est que les monuments et les sites d'histoire publique en Namibie présentent trois manières différentes de se souvenir de ce génocide. Tout d'abord, il y a l'héritage colonial. Dans une société post-coloniale, ces monuments coloniaux sont devenus, entre-temps, évidemment, des instruments de contestation, mais restent très présents dans un paysage très puissant. Deuxièmement, le génocide a été présenté par l'État comme une narrative ou s'inscrivant dans une narrative nationaliste de lutte pour la libération. Et puis finalement, il y a ces monuments, ces traces de mémoire décentralisées, locales, qui soulignent l'importance du génocide dans un contexte particulier. Chacun de ces types rend le passé présent d'une certaine manière.
La guerre entre 1903 et 1908 a eu des conséquences dévastatrices sur la plupart des communautés qui vivent dans le sud de la Namibie et dans la Namibie centrale ici. Une carte donc de ce pays, M. Werner Hillebrecht, qui est l'ex-dirigeant des archives nationales de la Namibie, a été capable de faire cette liste complète de batailles et d'affrontements qui ont eu lieu sur le sol namibien. Et c'est inscrit maintenant dans l'histoire allemande, et c'est ce qui est représenté sur cette carte. En fait, chaque endroit où ces batailles et ces affrontements ont eu lieu sont là. Ici, vous voyez en jaune les endroits où ont eu lieu les conflits, en tout cas connus. En vert, vous avez les sites où des camps ont été établis par les missionnaires après que l'ordre d'extermination ait été retiré pour encourager les survivants héréros de se rendre. En bleu, vous voyez les camps de concentration où des communautés entières ont été emprisonnées. Cette carte est importante pas seulement parce qu'elle montre l'impact géographique de la guerre, mais aussi parce que cela nous donne également un parallèle avec toutes les tombes et les monuments qui ont été érigés à la gloire des Allemands, des soldats allemands qui sont morts sur le sol namibien. Cette carte ici vous montre les tombes des soldats allemands qui sont décédés en Namibie pendant toute la période coloniale, pas seulement pendant la guerre. Mais évidemment, la majorité des tombes remontent à la guerre entre 1903 et 1908. Et comme vous le montre le zoom ici, vous voyez vraiment la région du sud de la Namibie en particulier. Les tombes et les monuments érigés à la gloire des soldats allemands ponctuent vraiment régulièrement cet espace géographique. Pas seulement, donc nous n'avons pas simplement des monuments à la gloire des Allemands, mais en même temps, à côté, il se trouve aussi quelquefois les tombes des indigènes et des personnes qui vivaient là-bas à cette époque-là. Ici, vous avez deux tombes à Gochas et Arochas dans le sud de la Namibie. Ici, le fait que ces tombes soient vraiment parsemées sur tout le territoire souligne la démocratie de la mort, si je puis dire, du côté allemand, et souligne et renforce encore plus l'anonymité dans laquelle a sombré la population locale, ceux contre lesquels ils ont combattu. Ici, le Rita Denkmal, le monument Rita qui a été érigé à la gloire de l'empereur Guillaume II. Ça se trouve dans un endroit, enfin sur une petite colline qui surplombe Windhoek, la capitale. Le monument a été vu par les Namibiens comme étant un mémorial, effectivement, à la gloire du génocide des Namibiens. Le gouvernement a initialement fait bouger ce monument pour pouvoir faire place à cet endroit-là au musée et au mémorial de l'indépendance à partir de 2009. Le deuxième grand monument pour commémorer les troupes allemandes qui ont été décimées, ou des personnes qui sont mortes pendant cette guerre, se trouve à Swakopmund et a également été débattu abondamment. Vous voyez toujours les cicatrices de cette peinture rouge, peinture qui a été déversée sur le monument en signe de protestation par des activistes locaux. Donc maintenant, on va se placer du point de vue de la narrative nationaliste. La construction du musée du mémorial de l'indépendance a été terminée en 2014 par la compagnie du projet Mansudae, c'est une société nord-coréenne qui a beaucoup fait, mais beaucoup travaillé dans des projets comme ça, historiques, en Afrique du Sud aussi, ainsi qu'au Zimbabwe. La statue qui a fait aussi la statue de Samora Machel au Mozambique et les trois chefs au Botswana. Le nouveau musée est donc situé près du site d'un camp de concentration qui fonctionnait à Windhoek. Et on a dit dès le départ qu'en fait ce site aurait dû abriter le musée du génocide. La première image que le visiteur voit quand il arrive au musée, c'est de reconnaître, enfin c'est la vision du rôle des leaders de la résistance, comme par exemple les leaders étaient Hendrik Witbooi, Samuel Maharero, Jacob Marenga. L'argument visuel est que ces leaders-là ont démarré la bataille
ou en tout cas ont démarré les hostilités qui ont ensuite fondé les supports pour la guerre de libération qui a été ensuite combattue par SWAPO. Avec une image ici du premier président de la Namibie, Sam Nujoma, au centre, portant le drapeau namibien, ainsi que le Welwitschia, qui est la plante qui symbolise la nation. Ici, cette grande peinture-là représente donc la guérilla symbolique qui a combattu les Allemands. Une section spéciale du musée est dédiée au génocide. Les visiteurs entrent par une porte dans un espace très sombre et très peu éclairé. Si je n'avais pas utilisé le flash de mon appareil photo, eh bien, on n'aurait pas pu voir grand-chose, je dois dire. Il est surprenant que cet espace n'ait pas de texte pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, juste une date sur le mur, inscrite au mur, c'est le 2 octobre 1904. Que certains étudiants en histoire, mais pas beaucoup de visiteurs de musées, connaissent peut-être, parce que c'est la date à laquelle le général von Trotha a rendu public son ordre d'extermination. Il est étonnant aussi de voir que l'image à côté de la date n'est pas celle du général von Trotha, c'est-à-dire ce général allemand qui a donné l'ordre d'exterminer, etc., mais c'est celui d'un autre officier, des Schutztruppen, qui s'appelle Viktor Frankl. La galerie contient des sculptures et des frises ornent les murs qui mettent l'accent sur les chaînes, les exécutions aussi qui sont devenues iconiques de ce génocide namibien, emblématique. Ici, les chaînes que vous voyez là, ce sont en fait des objets qui ont l'air d'être vraiment des articles comme ça pour faire joli dans un musée. Parce qu'ils portent des labels, en effet. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de photos qui puissent nous prouver que ces chaînes-là ont été récupérées vraiment au moment de la guerre. La galerie n'est pas tellement une œuvre artistique de commémoration, si je puis dire ainsi. Elle est surtout là pour déclencher et réveiller des émotions. Peut-être que d'autres musées auraient fait autrement, mais nous avons décidé de le faire de cette manière-là. Comme la plupart des représentations artistiques dans ce musée, il y a... ce sont les travaux d'un photographe. Ce sont des photos qui ont été récupérées dans les archives nationales de Namibie qui sont exposées ici. Près du musée mémorial de l'indépendance, le nouveau monument du génocide a été mis en place à la place où se trouvait le Ritterdenkmal que nous avons vu tout à l'heure. Même si rien ne le dit d'ailleurs. Le monument a des images comme ça, des représentations, surtout les côtés. Tout d'abord, nous voyons ici les mots qui sont gravés ici. Their blood waters our freedom. Leur sang abreuve notre liberté. Ce slogan est un slogan assez populaire qui représente l'esprit à cette époque-là en Namibie, qui a aussi été utilisé pour illustrer les propos d'un livre qui a été produit par SWAPO et qui fait la liste de tous ceux qui sont morts entre 1966 et 1989 dans la guerre pour la libération en Namibie. Le monument nous invite donc à faire connaissance avec tous ceux qui sont décédés non seulement pendant le génocide en tant que martyrs, mais aussi, comme au Zimbabwe, ceux qui ont donc opposé de la résistance aux colonisateurs. Ici, vous voyez cette représentation des survivants héros après qu'ils aient été envoyés dans le désert, au Maeke. Il y a également des femmes et des enfants, ce qui montre que donc le caractère génocidaire vraiment avec l'intention de nuire de la part de l'Allemagne. Le mémorial de l'indépendance ainsi que le monument érigé pour le génocide reconnaissent le génocide en tant que tel et essayent d'en démontrer l'horreur. En faisant cela, ça jette néanmoins l'obscurité sur le fait que le génocide s'attaquait plutôt à des communautés particulières dans certaines parties de la Namibie, alors que là, on a plutôt tendance à croire que ça concernait le pays entier.
Une autre manière de voir ou de commémorer ou de se souvenir du génocide, c'est de montrer le travail qui a été fait à ce sujet. Ici, sur cette carte ici, qui est le résultat du travail de Carl-Johan Lindum de l'Université d'Uppsala en Suède, eh bien, cette carte nous montre les routes qui ont été prises par les groupes RRO qui ont été poursuivis dans le désert Omaike après la bataille de Hamakari. Et ici, vous avez les différents noms qui ont été donnés aux endroits où les les combattants RRO sont décédés. Donc, c'est une manière de signer vraiment les lieux du crime, si l'on peut dire ainsi. La signification de cette carte est telle qu'elle a été vraiment mise en place sur la base de l'information qui a été donnée par les 37 plus anciens de la communauté Ova Herero. C'est un exemple très puissant de la manière dont la mémoire du génocide peut vraiment être inscrite dans une mémoire communautaire. Des efforts ont été faits aussi pour que les communautés concernées puissent se souvenir et attacher une signification particulière à ce qui s'est passé. Par exemple, ici, des tombes non marquées. Vous voyez, en fait, tout cela, ce sont des tombes qui n'ont pas été nommées. Et nous pensons qu'au début, il y en avait beaucoup plus, mais que tout cela a été balayé et lavé par les crues de la rivière. Un mémorial a été mis en place sur le bord ouest de ce cimetière en 2007 et forme une plateforme autour de laquelle on peut organiser des événements commémoratifs. Ici se fait le travail de mémoire sur ce site. De plus, une statue a été mise en place qui s'appelle Heritage Circle. La statue est... La statue représente et met l'accent évidemment sur les leaders RRO qui avaient beaucoup de courage et qui s'est signé en disposant ici les cornes de leurs bêtes préférées. Les statuts sont liés évidemment aux protestations de la part des membres de la communauté Ova Herero qui demandent reconnaissance de la part du gouvernement allemand, qui demandent des excuses officielles ainsi qu'une réparation économique. Néanmoins, les protestations qui ont été liées avec la mise en place de ce document montrent également l'importance de la réconciliation et il faut dire que le monument a d'ailleurs été cofinancé par l'ambassade de la République fédérale en Allemagne. En 2007, on peut aussi trouver des traces importantes en Bethany. La communauté de Bethany a également participé à un événement commémoratif qui s'est tenu à Shark Island, l'île aux requins, donc à Lüderitz, le site où sont morts le plus grand nombre de Herero et de Nama dans ce camp de concentration. Le rassemblement a marqué le centenaire de la mort des leaders de la guérilla Cornelius Fredericks de Lama dans le camp et la communauté a mis en place une pierre commémorative pour se souvenir de la mort de Fredericks et d'autres membres justement dans ce camp. Un dernier exemple de cette mémorialisation de la part de la communauté peut être trouvé dans des initiatives qui ont été prises par le clan Obandi des Ova Herero qui ont érigé une tombe pour se souvenir du révérend Zacharias Kukuri qui avait mené la communauté des Ojozazu et qui a été pendu à Windhoek en 1905. Ici, ces différentes initiatives locales non seulement nous donnent des contre-narratives à tous ces monuments et ces tombes qui datent de la période coloniale, mais engagent aussi le génocide, ou en tout cas nous fait participer à la mémoire du génocide d'une autre manière que ce que font les mémoriaux et les monuments qui sont sponsorisés par l'État.
Alors, quel est l'avenir de cet héritage du génocide en Namibie? Eh bien, tout d'abord, je pense qu'il devrait y avoir une plus grande décentralisation de ces monuments qui viendrait soutenir les initiatives qui sont basées sur la communauté. Ici, vous voyez des membres, des tombes des membres de l'armée de libération du peuple namibien, le PLAN, ces membres qui sont morts durant la guerre de libération. Les exemples nous montrent la tombe de 6 de ces combattants à Okongo qui n'ont pas de nom. Bien sûr, les morts devraient être on devrait pouvoir se souvenir des individuels. Moi, j'ai été très étonnée à Cologne, par exemple, de voir de quelle manière on se souvient de l'Holocauste. Parce que devant certaines maisons ou dans les rues, on trouve des pavés ou des petites plaques avec les noms des personnes qui ont vécu ici ou qui sont mortes. Et je trouve que malheureusement, en Namibie, on n'a pas retrouvé les noms des individus qui sont décédés. Pourtant, il faudrait s'en souvenir de ces individus. Je pense que, peut-être que l'histoire nous aidera d'ailleurs, je pense que ce serait vraiment l'idéal de développer un système qui nous permettrait aussi de bien marquer tous les champs de bataille et d'affrontement, ainsi que tous les camps tels qu'ils sont montrés un petit peu là sur cette carte que je vous ai montrée au début de ma présentation. Deuxièmement, je pense qu'il devrait y avoir un musée du génocide national qui raconte l'histoire. Et ça ne devrait pas être à Windhoek, mais dans un endroit qui est facilement accessible. Lorsque nous avons fait notre première journée de conférence hier au musée de la Shoah, je dois dire qu'il y a certainement un moyen de créer un lien direct avec l'Holocauste et de voir aussi pour pouvoir voir de quelle manière la pensée raciale a prévalu dans ces deux génocides. En relation avec cela, l'association des musées de Namibie a reçu une offre de la part du musée de l'Holocauste de Cape Town pour recevoir tout un tas d'articles et de choses. Et nous pensons que, en fait, c'était une manière de vouloir nous prêter une exposition qui avait été montrée au musée de Cape Town. Mais pour l'instant, malheureusement, nous n'avons pas les moyens d'organiser cette exposition. À partir pourtant de cette exposition déjà existante, on n'a pas les moyens de la transporter. En fait, il nous manquait 4 000 €. Néanmoins, nous pensons qu'il faut qu'il y ait un développement de manière à pouvoir complémenter, toutes ces initiatives qui sont prises au niveau des communautés. Nous pensons que de tels projets sont cruciaux pour assurer le succès et renforcer l'engagement dans le cadre du processus qui est en cours de réconciliation et de mémoire. Comme le montre le livre de Gabriel Naftali, ainsi que tout le travail artistique, nous voyons qu'il faut tirer un trait sur le passé tout en acceptant et engageant la réconciliation. Merci beaucoup. Merci Jérémy Sylvester pour cet exposé et ces images tout à fait intéressantes. Nous avons une dizaine de minutes pour des questions. Okay. Non ? On regroupera plus tard. Bon, nous regrouperons les questions plus tard, excusez-moi. Donc, nous passons tout de suite à l'exposé suivant. Donc, l'exposé de Holger Stocker, de l'université de Humboldt à Berlin. Thank you. Okay, can you hear me? Yes. First of all, I want to thank the organizers for this workshop and for the invitation. J'aimerais remercier les organisateurs de in 2011 and 2014. Skulls and skeletons from anthropological collections from the Charité University Hospital in Berlin were officially to Namibia delegation. In preparation of these handovers, the Charité Human Remains Project conducted anthropological and historical investigations to determine the origin of these human remains.
charité sur les restes humains conduit des recherches anthropologiques et historiques pour essayer de voir l'origine de ces restes. Et en tant que membre du projet, ancien membre du projet, je voulais donner mes commentaires concernant l'arrière-plan historique et les conséquences politiques de ces restitutions de Berlin vers la Namibie. Ma présentation aura des liens avec la présentation de Léonore qu'on a entendue hier, le 7 janvier 1910. Le géographe et professeur de lycée Edmund Moritz, dans le sud-ouest africain allemand, a écrit à Félix von Luschan, qui était directeur du département africain au musée ethnologique de Berlin, concernant les biens laissés derrière par des héros qui fuyaient devant les troupes allemandes près de Werdenberg. Et Moritz voulait les donner au musée. L'anthropologue Luschan ne voulait pas de ces éléments et lui a demandé s'il serait possible de garder, au nom de la science, des crânes et des squelettes des héros. Après une expédition en Namibie en 1911-1912, Moritz a donné, et je cite, un squelette de Bushman et un crâne de Nama au musée ethnologique de Berlin. À cette époque, lors des entreprises coloniales autour de 1900 à Berlin, les conservateurs des collections anthropologiques à Berlin, l'anthropologue von Luschan, le pathologiste Frischau et l'anatomiste Waldreyer ont reçu beaucoup plus de restes humains, notamment des crânes et des squelettes en provenance de la région qui est Namibie à l'heure actuelle. Après la redécouverte de ces restes et d'autres restes en provenance de la Namibie dans des collections anthropologiques, Berlin et à Freiburg, une centaine d'années après la guerre coloniale en Namibie, en 2007 et 2008, l'ancien ambassadeur namibien en Allemagne, Peter Kajividi, a demandé la restitution des crânes et des squelettes en Namibie. Il a reçu le soutien des ONG en Allemagne et en Namibie qui ont demandé les restitutions dans le cadre de la reconnaissance génocide des héros et des Nama en Allemagne, ainsi que concernant les demandes de réparation. Donc, ces collections archéologiques sont devenues des objets politiques. Le conseil d'administration de la Charité à Berlin a accepté en 2008 de restituer à condition de déterminer l'origine des crânes et en étudiant la provenance dans la mesure du possible. Pour lancer de telles recherches, la Charité a mis en place en 2010, avec de l'aide de la Fondation allemande pour la recherche, un projet concernant les restes humains à la Charité pour étudier ces crânes et les squelettes à la Charité. Donc ce n'était pas une initiative universitaire. Le projet devait former la base pour permettre de résoudre certains des problèmes entre l'Allemagne et le Namibie. Donc, quelles étaient les tâches du projet? Premièrement, identifier les crânes et les squelettes concernant les demandes de restitution. Deuxièmement, reconstruire, dans la mesure du possible, les circonstances historiques
à l'époque de l'acquisition pour créer la base pour permettre de connaître dans chaque cas le contexte de ce qu'on appelait le contexte d'injustice concernant l'acquisition de chaque reste. Troisièmement, pour identifier dans la mesure du possible les personnes, voire les groupes ethniques des individus dont c'était des restes humains. Dans l'idéal, on cherchait de reconstruire la biographie du crâne ou du squelette de l'individu dans ce contexte social, les circonstances de la mort et de l'acquisition des restes. Jusqu'au moment où ces restes devenaient des éléments dans les collections dites scientifiques. Avec le processus de restitution, on a pu reconstruire des biographies. Mais on cherchait à passer du spécimen scientifique au reste d'un individu bien défini. Dans certains cas, cela, bien entendu, n'était pas possible. Autre problème, il n'existait aucun modèle pour des procédures de restitution, ni en Allemagne, ni en Namibie. En effet, il y avait eu des restitutions de crânes isolés, des musées à Brême, à Francfort, vers la Tanzanie ou vers la Nouvelle-Zélande, mais c'était des restitutions sans aucune participation publique. Il n'y avait pas non plus de règles en place pour faire face aux demandes de restitution et il n'y avait pas de règles juridiques en Allemagne, contrairement à ce qui existait au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, en Australie. Ce n'était qu'au mois d'avril 2013 que l'Association des musées allemands a publié ses recommandations pour la conservation des restes humains dans des musées et des collections. Et dans ces recommandations, c'était, et je cite, le contexte d'injustice qui devait être le critère décisif pour la restitution aux communautés d'origine. Bon, Cirkensen, des collections sensibles. La recherche a identifié des restes qui devaient être restitués. Il y avait, c'était des restes qui avaient été collectés par des médecins militaires et d'autres. La plupart des restes avaient été collectés pendant les guerres coloniales contre les Herero et les Nama. Et l'attribution ethnique des restes était basée uniquement sur des sources historiques. Et malheureusement, ça ne pouvait que représenter ce qui a été dit par les chercheurs et les collectionneurs à l'époque. D'après les attributions contemporaines, les collections avaient des restes de 21 Nama, 19 Herero, 11 San, 3 Ovabo et 2 Damara. Les recherches dans les archives nous permettaient de corriger les attributions ethniques dans 2 cas, et dans quelques cas, on a pu trouver les noms des personnes. Parmi les victimes de la guerre coloniale contre les Herero et les Nama, il y avait 20 Nama et Herero qui sont morts prisonniers dans les camps de concentration à Chaparaban, et il y avait encore 4 Herero. Avant la première restitution des restes humains à une délégation namibienne, il y a eu beaucoup de points difficiles qu'il fallait résoudre. Le problème principal était l'absence de processus de restitution auparavant. Du côté de la Charité, on avait prévu de terminer les recherches concernant les provenances et à la suite de ces recherches de restituer les restes. Le projet de la Charité a démarré ses travaux fin 2010, mais
on a bientôt dû faire face aux modifications avec des évolutions sur le plan politique et diplomatique. Il y avait beaucoup de pression de la part de la Namibie de démarrer les restitutions, ne serait-ce que de façon partielle. On a décidé de choisir une vingtaine de crânes pour une première restitution. Ces 20 crânes devaient représenter des restes collectés pendant une période d'injustice, c'est-à-dire au début de la guerre coloniale. Au mois de février 2011, on démarrait des négociations entre l'ambassade de la Namibie, le Charité et le ministère allemand des Affaires étrangères concernant une cérémonie. Au fur et à mesure, les Namibiennes sont devenues de plus en plus méfiantes et avaient des problème avec la Charité. Il a fallu un certain temps pour comprendre que le problème n'était pas au niveau de l'hôpital de Charité, mais plutôt au niveau du gouvernement fédéral. Le problème, c'était que la stratégie du gouvernement allemand était de voir dans la restitution un processus entre la Namibie et les universités allemandes et pas une restitution entre la Namibie et l'Allemagne au niveau de l'État. Il y avait plusieurs questions lors de la restitution de ces 20 crânes. Comment faire la restitution? Comment présenter les crânes? Dans des caisses fermées ou dans des caisses ouvertes? Qui devait participer? Est-ce que les cérémonies seraient ouvertes au public ou réservées à une délégation namibienne? Quels événements devaient accueillir la presse? Qui devait inviter quel représentant? Qui devait prendre la parole pour chaque institution? Et quelles devaient être les dates? Donc, cette question de fixation d'une date a posé beaucoup de problèmes. Il y a eu au moins 5 dates proposées. Et enfin, on a choisi un programme qui durait toute une semaine, la fin du mois de septembre 2011. Premièrement, il y a eu une réunion dans l'amphithéâtre de la Charité avec des experts de la Namibie et de la Charité pour identifier chacun des 20 crânes concernant leur statut et leur origine. Deuxièmement, la Charité a tenu une conférence de presse pour les médias allemands et namibiens. Lors de cette réunion, le professeur Thomas Schalke, qui était l'un des co-dirigeants du projet de la Charité, a présenté les excuses pour des crimes commis par la science médicale allemande. Comme là, vous voyez, on a présenté les crânes dans des caisses fermées, sauf un crâne Herero et un crâne Nama, et on a décidé de les nommer Herero et Nama, faute d'autres informations. Normalement, les pratiques de l'époque rendaient les restes anonymes. Plus tard, quand il était possible de restituer des noms de personnes, dans quelques cas, on a mis le nom là aussi. Ensuite, il y a eu une cérémonie de familiarisation ouverte uniquement à la délégation namibienne. C'était un événement très mouvant. C'était la première fois que les Namibiens ont pu prendre contact directement avec les crânes. Et les caisses ont été ouvertes pour les membres de la délégation. Là, vous voyez l'arrivée de la délégation namibienne avant d'entrer dans le bâtiment. Certains membres de la délégation ont contacté les Namibiennes au pays par téléphone mobile pour dire qu'ils allaient rentrer pour rencontrer les ancêtres. Ensuite, les experts de la Charité ont répondu aux questions des membres de la délégation. C'est lors de cet événement qu'on a eu les premiers éclats qui ont posé problème. L'expert de la Charité a expliqué que les crânes ne présentaient pas de traces de violence et comme la délégation
namibiennes avaient mal compris les choses. Elles pensaient qu'on avait dit qu'il n'y avait aucune violence coloniale. Ensuite, les délégués ont pu voir les crânes. Le lendemain, il y a eu un débat entre les parties prenantes Namibie, des activistes allemands et des parlementaires du Bundestag en Allemagne ont pu parler des restes humains et parler des questions de réparation et des excuses formelles du gouvernement allemand. Ensuite, dans une église, l'église de Saint-Matthieu, l'église protestante Berlin, il y a eu une cérémonie avec l'évêque Kanita de Windhoek et le ministre Kazenambo. Et ensuite, il y a eu la restitution officielle au Grand Amphi de la Charité le 30 septembre. Les crânes étaient présentés dans des caisses fermées avec des drapeaux namibiens. 2 crânes étaient exposés dans des vitrines. Un crâne Herero et un crâne Nama. Il y a eu un public nombreux lors de cet événement. Le professeur Napol a exprimé ses excuses au nom de la charité pour la complicité de la médecine dans le racisme colonial. Malgré cela, il y a eu un éclat terrible. À part Einopel et Schalke, le représentant du ministère allemand des Affaires étrangères a refusé d'écouter les demandes d'excuses et est parti sans avoir même écouté les représentants namibiens. C'était tout à fait regrettable pour tout le monde qui a assisté, et on a certains représentants ici. Mon idée, le gouvernement allemand ignorait l'importance cruciale de cet événement pour les jeunes dans la société namibienne. La reconnaissance, la responsabilité pour les collection de restes avait toujours été refusée par l'État allemand qui disait que c'était le problème des établissements. Et en fait, le gouvernement allemand voyait dans la restitution une façon de répondre aux demandes de restitution de reconnaissance d'excuses officielles et de rapatriement. C'était un pari qui n'a pas atteint son but. Les crânes sont partis de l'Allemagne dans ces caisses muséales et sont arrivés à Windhoek comme des ancêtres. Il y avait des milliers de Namibiennes qui les ont accueillis en tant qu'ancêtres héros de la résistance anticoloniale et comme preuve du génocide. Il y a eu une réception importante avec des officiels de très haut niveau. À la suite de cela, il y a eu une restitution de 21 crânes et squelettes au mois de mars 2014. Cela a eu lieu à un niveau beaucoup moins grandiose. Il y avait une seule journée, petite réunion avec les experts namibiens et ensuite la cérémonie de restitution. Et jusqu'au moment de la cérémonie, le ministère des Affaires étrangères avait demandé à la Charité d'exclure les ONG. Et c'était l'ambassadeur namibien qui a ouvert les portes juste avant la cérémonie. Bon, maintenant, Also some human remains from Namibia in university collections in Greifswald,
il y a encore des choses à restituer. Il y a des projets de la charité à terminer ses travaux en 2013, mais le problème reste. Il y a des restes encore dans les collections 13 et à Brême et à Francfort. Donc, on va toujours faire face à ce problème. Il y a des restes namibiens qu'on a découverts ces dernières années dans des collections de musées 13, dans les musées de Brest, de Francfort, dans les collections anatomiques des universités de Leipzig et de Rostock, l'université de Tübingen, et il y en a dans des mains privées. Même à Berlin, il existe au moins 10 crânes et squelettes d'origine namibienne dans la collection privée de la Société berlinoise d'anthropologie, d'ethnologie et de préhistoire. Cela mène mes conclusions. Qu'est-ce qui posait problème, qu'est-ce qui continue à poser problème concernant ces restes humains dans des collections allemandes? Au début du processus de restitution, le statut des restes était le sujet qui posait le plus de problèmes. S'agit-il d'objets anthropologiques, scientifiques, dont l'histoire et l'origine posent problème? S'agit-il de preuves qu'on peut utiliser dans des débats concernant l'histoire coloniale allemande en Afrique et ses conséquences, ou s'agit-il simplement de restes humains? Bon, la réponse dépend ou a dépend toujours dépend des origines. Un historien namibien a critiqué le mouvement, disait qu'ils étaient partis, mais pas de la même façon que certaines crânes étaient rapatriés de Vienne. À l'époque, c'était le maximum qu'on pouvait faire du côté allemand. Mais avec la reconnaissance de le génocide de Namibie par le gouvernement allemand en 2015, ce débat a été terminé au niveau des institutions politiques. Mais j'aimerais poser une hypothèse maintenant. Le débat en Allemagne concernant la disposition des restes humains passe des États vers des collections, des musées et des autres établissements. Cela permettrait de conduire les recherches de façon systématique et j'espère que les procédures de restitution seront normalisées à terme. Merci pour cet exposé à la fois très bien informé et très émouvant. Donc nous avons quelques minutes, là, une dizaine de minutes pour des questions. Donc je vous invite à les poser tout de suite. Donc, oui. Que s'est-il passé avec les crânes en Namibie une fois qu'ils ont été rendus? Je sais qu'il y en a eu déposés dans les musées, mais j'aimerais en savoir plus. Est-ce que le gouvernement allemand est au courant de vos projets au sujet du souvenir, Monsieur Sylvester? Y aurait-il des manières de se souvenir que vous préférez? Est-ce que vous préférez choisir la mort et les meurtres, ou est-ce que vous préférez plutôt mettre l'accent sur la liberté et la réconciliation? Thank you very much. Merci beaucoup.
J'aimerais remercier les deux orateurs. C'était très riche en informations. J'ai beaucoup apprécié. J'ai d'abord une remarque à faire, ensuite une question à poser. Ma première remarque est la suivante. On a donc rapatrié les crânes en 2011 et les Nama et les Herero ont été très impliqués dans ce processus de rapatriation. Nous avons signé un mémorandum d'accord avec le ministère des Arts, de la Culture, notre gouvernement, dans lequel il est dit qu'à chaque fois que des restes humains seraient rapatriés en Namibie, nous serions présents. Nous apprécions cela, mais à notre grande surprise, le deuxième retour, la deuxième vague de retour de crânes a été fait de manière un peu secrète, sans que les communautés soient informées. On a juste su 2 jours avant le départ des Namibiens en direction de Berlin pour aller récupérer leur matériel que cela allait se faire. Donc c'est juste pour vous donner une idée de la manière dont nous travaillons en tant qu'activistes dans notre propre pays et avec quel genre de gouvernement. J'ai observé et pu voir que les Allemands et le gouvernement allemand sont très très bons en ce qui concerne faire des listes, enregistrer des choses, etc. Ma question est, puisque ces crânes ont été emmenés en Allemagne pour la recherche scientifique, j'aimerais bien savoir s'il y a des documents peut-être qui montrent les résultats de ces recherches. C'est quoi les résultats? C'est quoi ces tests? C'est quoi cette recherche qui a été faite sur les crânes de des membres de notre communauté? Et puis, il n'y avait pas simplement des crânes. On sait bien aussi que certaines parties du corps humain, en particulier des attributs sexuels masculins, ont été également envoyés en Allemagne à l'époque. Vous savez, pour nous, on ne parle pas simplement d'ossements humains. Pour nous, ce sont des ossements qui vivent. Nous, on parle à nos ancêtres, on parle aux esprits. Alors j'aimerais savoir s'il y a encore, en dehors des crânes, d'autres choses qui pourraient peut-être aussi rapatrier. Et puis donc les résultats. C'est quoi ces résultats de recherche finalement? Merci beaucoup. Dernière question, puis je crois que nous passerons aux réponses. Oui. I will ask my question in French, that will be easier for me. Je m'appelle Cécile, je suis journaliste et je suis allée en Namibie en 2014. Donc c'était il y a 3 ans, peut-être que les choses ont changé. Mais ce qui m'a marqué à l'époque, c'est cette guerre des mémoires autour... ça serait bien que Jérémy Sylvester comprenne. Ouais, c'est bon la traduction? Ok. Cette guerre des mémoires autour des mémoriaux. Par exemple, à Lüderitz, déjà, il y a un camping sur le lieu du camp de concentration, ce qui est assez choquant. Et dans ce camping, la première chose qu'on voit, c'est quand même le mémorial pour les soldats allemands morts pendant la guerre coloniale. Et après, on voit ce petit mémorial érigé par les Nama. Et dans la même ville, il y a un musée, je crois, d'initiative privée qui parle aussi donc, des soldats morts pendant la guerre coloniale et pas une seule ligne sur le génocide. D'où ma question, est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui du gouvernement namibien et de l'État d'avoir des musées, des panneaux avec simplement des faits historiques, pas seulement à Windhoek, mais un peu partout sur le territoire? Okay, thank you for the questions. I think, merci beaucoup pour vos questions. Let me take the last point je crois que je vais démarrer avec la dernière intervention au sujet de la mémoire. En fait, les 2 questions, les 2 dernières questions. Je suis d'accord avec vous. D'abord, le camping, vraiment, c'est absolument incroyable sur un endroit de camp de concentration. On ne peut même pas imaginer une chose pareille dans un contexte européen.
nous sommes une organisation non gouvernementale, cette association des musées, mais c'est vrai qu'il y a très longtemps, on avait suggéré qu'il y aurait un musée de la mémoire qui à la place de ce camp de concentration. Je crois que ce qui est très important, c'est d'impliquer les communautés et de créer des lieux de mémoire. Vous savez, je sais que ce camp, par exemple, de Shark Island, il y a un petit phare à un moment donné qui dépasse un petit peu de ce camp. Et on m'a dit que même dans le camping, les gens partaient la nuit parce qu'ils entendent. Enfin, c'est un endroit un peu bizarre, quand même, un petit peu lugubre. Ça a l'air d'être un petit peu hanté aussi. Et voilà, les gens, quelquefois, quittent leur tente parce qu'ils ne peuvent pas dormir, parce qu'ils entendent des bruits. Bon. Ça m'a été dit par ce gardien du phare. Ensuite, la communauté, l'implication des communautés pour savoir comment faire participer tout le monde. Moi, c'est pour ça que je vous ai montré la carte, parce que s'il y avait des lieux de souvenirs un petit peu partout où ça s'est fait, eh bien, on serait plus heureux de cette situation. Maintenant, que s'est-il passé avec les ossements, les restes de ces personnes de retour en Namibie? Alors d'abord, il n'y a pas de politique là-dessus. Je crois qu'il serait pourtant grand temps pour la Namibie de développer une politique qui va dans ce sens. Lorsque les premiers rapatriements d'ossements ont été faits, enfin, vous savez, ça a à voir avec l'humanisation. En fait, on a récupéré des numéros et non pas des gens, non pas des personnes, non pas des noms. Et la première chose à faire, c'est quand même, avant de les récupérer, de savoir ce que l'on veut en faire. Certaines personnes ont dit qu'il fallait les enterrer, d'autres qu'il fallait les répartir. Alors moi, en tant que responsable de musée, je ne peux pas être d'accord avec cette dissémination, mais vous voyez, au Cambodge, par exemple, les ossements ont été utilisés pour faire passer un message sur ce qui s'était passé. Donc je pense que déjà là, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce qu'on doit en faire. La Namibie est un lieu chrétien, est un pays chrétien. Donc il est tout à fait concevable d'entendre l'argument en faveur de l'enterrement. Je crois qu'il faut qu'il y ait une discussion très rapidement pour nous mettre d'accord sur ce qui doit être fait. Il faut qu'il y ait une vraie directive, une vraie ligne directrice politique là-dessus. Mais voilà, la Namibie doit se préparer à cela. C'est vrai qu'il y a un désaccord là-dessus. C'est pour ça que je m'adresse à vous, madame, parce qu'on ne sait pas encore trop comment gérer cela. Merci pour la question. Les résultats scientifiques de cette recherche donc, sur les restes humains eh bien, sont très très limités, je dois dire. Il y a eu quelques petits mémoires par messieurs Fetcher, Zeidler, sur l'anatomie des Namas et des Herero. Voilà, on a regardé enfin, ça analyse un peu les muscles, les caractéristiques du visage, anatomique du visage, mais il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Il n'y a rien de... Il n'y a pas eu de publication faite sur ces ossements et ces crânes. Après la Première Guerre mondiale, ça a disparu. Et quant aux autres parties du corps, oui, il y a eu des mains entières qui sont arrivées en Allemagne. Et aussi des cerveaux, et puis des parties là de la gorge, je ne sais pas exactement laquelle, dit monsieur. Bon, soit la glande thyroïde ou autre. Aussi une partie du scalp, hein, donc la peau avec les cheveux.
Et ça aussi, ça a été préparé pour être rapatrié en Namibie d'ailleurs. Et puis, on nous dit aussi, ou on a entendu dire qu'il y avait des corps entiers d'enfants qui avaient été envoyés en Allemagne, mais on trouve ça à l'écrit, certes, dans certains rapports, mais on n'a pas trouvé le matériel lui-même, si je puis dire. On n'a pas retrouvé ça. It's a question of artifacts. C'est quoi, artifacts? Hein? Des objets? En ce qui concerne d'autres objets, d'autres objets donc annexes qui auraient accompagné ces crânes ou ces corps, eh bien peut-être que d'autres parties du musée, bien sûr, ou les musées tout court en ont la propriété. Et vous savez, c'est un processus sans fin de discussion pour savoir d'où viennent ces objets, parce que c'est aussi de l'art en partie qui vient des colonies, qui en est le propriétaire, etc. Ça, on discute beaucoup de tout cela avec les musées. Débat qui est en cours, il faut le dire. Donc nous reprenons avec un exposé du professeur Einar Kössler, donc de l'Arnold Bergstresser Institute. Alors je rappelle que donc il a une longue carrière de chercheur, à la fois là aussi en anthropologie et en histoire. Et son travail, il a donc figuré dans un certain nombre d'instituts, à Bonn, puis à Münster. Puis ensuite, il a dirigé le Bergstresser Institute de Fribourg de 2006 à 2015. Et il est toujours actif d'ailleurs à l'université de Fribourg ainsi que dans un certain nombre d'organismes. Donc ses travaux principaux, le principal en tout cas, c'est son livre sur la Namibie et l'Allemagne, donc la négociation sur le passé, si on traduit bien, la politique donc germano-namibienne de travail sur le passé. Bien. Et donc il va nous parler maintenant justement d'un phénomène évidemment tout à fait important, qui est le courant négationniste en Namibie et en Allemagne, donc Denial of the Genocide in Namibia and Germany. Bonjour. Et j'aimerais remercier les organisateurs. Je suis très heureux de pouvoir contribuer au débat. En juillet 2015, le ministère des Affaires étrangères Allemagne a fait savoir de manière très informelle qu'ils allaient donc considérer ce qui s'était passé en Namibie sous la forme de génocide. C'est-à-dire que pour la première fois, et d'une certaine manière, on se débarrassait d'un tabou, c'est-à-dire que le mot en G, génocide, n'avait jamais été prononcé avant. Évidemment, pendant très longtemps, les relations entre la Namibie et l'Allemagne se sont détériorées. La motion proposée par le Bundestag, la Chambre des députés allemande, était censée être de nature à refléter une possible réconciliation, mais ça a été un peu choquant pour les Namibiens, parce qu'on s'attendait à mieux et à plus. En fait, ce tabou existait déjà surtout depuis 2011 et depuis que les restes humains avaient été restitués. Pendant très longtemps, en fait, il n'y a toujours pas d'excuses, en tout cas pas à l'écrit, tout comme on ne parle pas de génocide à l'écrit. La réconciliation, en tout cas les excuses de la part de l'Allemagne, font partie d'une négociation en cours.
mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Silenced for at least the time being what I would call the denialist camp. Pendant longtemps, people who really deny that there was a genocide. A prévalu, en tout cas en Allemagne, la négation de ce génocide. Et au sujet de la discussion d'hier, d'ailleurs, j'aimerais dire que bien sûr, il y a une différence très claire entre une approche universitaire, on va dire, comme notre collègue Krahenbaum nous en a informé hier, et le vécu. Un terme tel que génocide est utilisé à bon ou à mauvais escient en fonction de la définition qu'on lui donne, mais quoi qu'il en soit, cela n'est pas une négation de ce qui s'est passé. Donc, d'un côté, il y a la définition du mot génocide d'un point de vue universitaire, de l'autre côté, il y a ce que l'on peut appeler le déni de génocide ou de faits historiques. Les médias en Allemagne disait que on dit et écrit pendant longtemps que le mot génocide soit utilisé ou pas, à chaque fois cela suscitait de nombreuses réactions de la part des lecteurs des différentes publications. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Non, c'est bon, je continue. Non, je continue. Il est vrai que je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Alors j'ai analysé et j'ai passé beaucoup de temps à analyser la situation. Au cours de la deuxième moitié de l'année 2016, l'année dernière donc, nous avons pu voir différents signes autour de ce génocide. Tout d'abord, Bartholomäus Grill, un journaliste africain qui s'est exprimé dans de nombreux médias en Allemagne de grande qualité, et pendant très longtemps il a vraiment parlé du génocide dans des mots très clairs en utilisant les mots. Et maintenant dans le Spiegel, qui est quand même le magazine de l'information le plus important et le plus connu en Allemagne, qui fait vraiment partie du paysage médiatique. Il a écrit un article qui reprend les contribution by our colleague Werner Hillebrecht, who refutes the denialist camp. Oui, il reprend une phrase de Werner Hillebrecht qui, lui, réfute l'existence des camps et donc du génocide. Je ne sais pas très bien, en fait, de quelle manière ça s'est fait. En tout cas, ce n'est pas une position très confortable pour lui. Mais voilà la position à l'heure actuelle, avec deux collègues. Nous avons parlé avec Heidemarie Wenzel, qui est la ministre de la coopération et du développement économique, dans une tentative d'en savoir un petit peu plus sur la tentative d'excuse de 2014. Puis, et en fait, on a envoyé une lettre au Spiegel pour les informer, mais le Spiegel a refusé de publier la lettre.
Jürgen Zimmerer s'est entretenu avec Grill, mais qui n'a été repris que 4 mois plus tard. Entre-temps, Grill avait changé de sujet. Et c'est vrai, mais comme Grill est très très connu, on le retrouve dans d'autres médias, donc il y a toujours des doutes autour de cette affaire. Burkhard Brandt, qui est l'évêque de l'Église évangélique allemande en Namibie, a montré également que la négation de ce génocide était toujours en cours. Wilfried Schneider-Waterberg est un de ces négationnistes connus en Namibie, entre autres. Et en fait, il se trouve que Grill, enfin non, Schneider-Waterberg aurait invité Grill à lui rendre visite, il lui aurait montré sa maison, fait visiter différents endroits, il lui a montré sa bibliothèque, contenant des livres assez, oui, enfin dans le sens qui vont dans le sens de la négation de ce génocide, et donc ça aurait inspiré Grill pour son article. Donc il se soit vraiment inspiré de Schneider-Waterberg en ce qui concerne cette affaire. Je ne vais pas vous donner trop de détails, mais en fait, dans cet article de Grill, donc, il y a des doutes qui sont exprimés sur le nombre de morts dans les camps. Schneider-Waterberg dit qu'en fait, dans le livre de 1966 de Horst Drexler, et qui contenait des archives de l'Office colonial allemand, et il dit que c'est un complot darwiniste, etc. Et que si on demande quelles atrocités ont été réellement connues, eh bien alors il n'y aurait pas de réponse. Ce qui veut dire qu'il s'agit vraiment d'une négation des atrocités commises. Il parle de différents faits hors contexte et une fois de plus, comme on n'a pas assez de temps, ben, voilà, je ne vais pas aller dans les détails. Et puis, et c'est un petit peu comme ce qui se passe dans la nature. Vous avez des nuages noirs qui s'amoncellent et qui sont prometteurs de pluie, et puis finalement le vent balaye tout ça et pas une goutte ne tombe. Et bien voilà l'analogie qui est faite avec toute cette histoire de génocide. Voilà, ça c'est la conclusion finale. Schneider-Waterberg est un Africain, mais ça c'est très important, il est africain, donc il a une compréhension du paysage, du local, il parle la langue Herero, il est ami avec différents clans, enfin je ne sais pas trop, hein, mais bon voilà, il se présente en tout cas comme quelqu'un qui est au courant des choses. Et il fait un lien entre ça et le cadre dans lequel ont vécu les Allemands métropolitains qui que les Allemands appellent le culte de la culpabilité. Ça se dit Schuldkult en allemand. Et c'est seulement hier que j'ai trouvé la référence à cette fameuse
à cette Schuldkult. C'est dans des écrits politiques, enfin d'un parti politique qui s'appelle Alternative für Deutschland, Alternative pour l'Allemagne, qui essaye qui ne parle pas directement du génocide en Namibie, mais qui parle de la mémoire de l'Holocauste. Et même chez Schneider-Waterberg, on peut trouver ce sous-texte, c'est-à-dire c'est une attaque contre le génocide en Namibie, mais il y a ce texte aussi qui dénie, enfin qui nie totalement ce qui s'est passé au cours de l'Holocauste. Alors on ne peut pas faire ici une explication de texte parce que ça prend trop de temps, mais vraiment le négationnisme est évident. Pour cela, pour cette raison-là, je pense qu'il faut prendre en considération toute sa trajectoire dans son ensemble, y compris la politique de la mémoire en Allemagne. Par exemple, la manière de parler de l'Holocauste en Allemagne, en tout cas de le commémorer, ça n'a pas été très facile. C'est-à-dire que les différentes institutions allemandes n'ont pas reconnu leurs fautes. Je parle que de l'Allemagne de l'Ouest, je ne parle pas de l'Est. Mais voilà, ça n'a pas été une simple affaire ou formalité. Ça demande beaucoup de courage, d'initiatives individuelles. Ça demande aussi de mettre en péril, par exemple, sa carrière professionnelle pour, par exemple, amener Eichmann au procès. Pour organiser les procès des gens, de tous ces surveillants, de tous ceux qui ont œuvré à Srebrenica, à Auschwitz ou ailleurs. Donc, ça a été un processus vraiment laborieux, aussi pour reconnaître les victimes en dehors du peuple juif, c'est-à-dire les Roms, ceux que l'on appelait les gitans, les tziganes, les homosexuels. Et pour moi, ce processus d'ailleurs n'est toujours pas complètement terminé. Il y a la raison d'État qui se réfère à la mémoire de l'Holocauste. Bon, par exemple, mais il y a aussi cette demande qui est exprimée aussi de tirer un trait final du style « c'est fini, on n'en parlera plus ». Ça existe aussi, cette demande-là, c'est-à-dire comme si on tirait un bilan comptable et puis en dessous on tire un trait et puis voilà, l'affaire est réglée, c'est le cas de le dire. Et je trouve que l'histoire de la Namibie, le génocide, etc., suit exactement le même schéma d'une certaine manière, en tout cas dans en tout cas, si l'on écoute ces deux personnes que j'ai citées, Grill et Schneider-Waterberg. Work in Germany of post-colonial initiatives currently of pushing towards a situation where also le génocide en Namibie fait partie de la responsabilité historique de l'État allemand et c'est comme ça que cela devrait être considéré. Mais c'est en cours. Le débat n'est donc pas terminé. Des gens en dehors de l'Allemagne pensent que l'Allemagne devrait savoir faire ça bien, puisqu'il y a d'abord eu le processus pour la reconnaissance de l'Holocauste, etc. Mais ce n'est pas aussi simple. Et
Et visiblement, voilà, visiblement, ce n'est pas une affaire réglée ni simple. Ça demande un engagement civique constant, je dois dire. C'est peut-être même aussi une lutte. En tout cas, on peut le voir comme ça. Thank you very much. Professeur Kessler, pour cet exposé qui montre qu'effectivement, toute la connaissance des génocides, crimes, etc., est un combat qui est incessant et qui est toujours à reprendre. Alors, nous allons maintenant entendre le docteur Martha Akawa de l'Université de Namibie, donc, qui est docteur en histoire, diplômé en anthropologie, en études sur les musées, en sciences de l'éducation, qui a une longue expérience en histoire de la Namibie, qu'il s'agisse de la mémoire de cette histoire que l'histoire des luttes de libération, qui a également beaucoup travaillé sur des projets d'exposition en histoire justement de la mémoire, et qui est actuellement à la fois maître de conférence et adjointe au doyen de la faculté d'humanité et de sciences sociales de l'Université de Namibie. Nous vous écoutons, chers collègues. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. I would like to thank the organizers for inviting me and also to compagnons, je voudrais remercier les organisateurs de cette invitation et je vais parler de l'intérêt des étudiants et la position de l'université en ce qui concerne le génocide. Je dois préciser dès le départ que ma présentation n'est pas une œuvre de recherche universitaire. Ce n'est pas un exercice intellectuel. Je veux tout simplement vous montrer ce qu'on fait au niveau de l'université et ce que fait l'université en tant qu'établissement pour se positionner par rapport au génocide. Comme vous l'avez entendu, je suis chargé des cours à l'université de Namibie dans le département de l'histoire. Et donc c'est un domaine où je travaille personnellement, qui fait l'objet de mes recherches. Mais l'université enseigne des cours d'histoire et ces cours sont divisés en périodes. Donc, quand on a lancé l'université en 1992, on a décidé qu'il fallait refaire l'histoire de la Namibie. Donc c'était une position prise à l'époque. Donc la plupart de mes cours sur l'histoire de la Namibie, l'histoire de la Namibie représente l'essentiel de nos cours. On s'occupe de l'histoire de l'Afrique australe, de l'Afrique et du monde. Donc, il faut diviser l'histoire en phases de façon chronologique. Le génocide fait partie des événements qui tombent dans le cadre de la Namibie au 19e et au 20e siècle. Et on l'étudie dans ce cadre. Bon, le génocide ne représente pas seulement un objet d'étude intéressant. Il s'agit d'une question cruciale pour la Namibie dans son ensemble. Ce qui nous stimule, ce qui nous encourage, c'est l'intérêt manifesté par les étudiants au niveau des études de licence et également au-delà de la recherche. Nous avons également des associations historiques et des étudiants qui n'étudient pas l'histoire peuvent également assister à ces cours. Donc nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'étudiants dans les facultés de droit qui assistent à ces cours. Et bien entendu, l'université
a décidé de promouvoir les débats et les discussions concernant le génocide dans un cadre plus large. Donc je vais simplement passer en revue quelques questions. Bien entendu, l'étude du génocide est très importante au Namibien et l'ensemble des étudiants, et cela pour de nombreuses raisons. Je ne vais pas en dire trop. Mais l'étude du génocide exige d'étudier les raisons, les signes avant précurseurs, et également enseigne les questions de droit, le respect des droits d'autrui et le respect de leurs propres droits. Bien entendu, l'étude du génocide demande l'étude des comportements sociaux qui peuvent mener au génocide. Ce sont des préjugés, les stéréotypes, les racismes et la haine, les discriminations, etc. Mais on se concentre notamment sur la prévention grâce à l'enseignement. On cherche à être certain que les étudiants comprennent les choses et assument leurs responsabilités pour que les génocides ne se perpétuent plus jamais. Donc je vais montrer quelques-unes des choses qu'on fait dans notre enseignement du génocide. Bien entendu, dans notre cursus structuré, en histoire, on aborde le génocide, mais on a également lancé d'autres activités pour souligner la signification et l'importance du génocide. Nous avons eu un atelier avec une exposition qu'on appelait Enseigner l'Holocauste, enseigner l'Holocauste. Donc c'était en 2014. Donc on a eu un atelier en collaboration avec l'association des musées de la Namibie. C'était un atelier et on travaillait avec de futurs enseignants. Et on a eu une assistance importante qui manifestait l'intérêt dans ce sujet. Donc l'atelier avait donné à l'ensemble des participants des documents qui s'appelait Holocauste, des leçons pour l'humanité, et à l'intérieur du... on avait des livres de ressources, un manuel et un DVD concernant l'Holocauste. On avait invité le vice-chancelier de l'Université de Namibie qui a accepté notre invitation. Et malheureusement, il ne pouvait pas assister. Non. Malheureusement, il ne pouvait pas assister, mais il a envoyé quelqu'un lire son discours. Bon, pour nous, c'était, disons, encourageant que même le vice-chancelier avait pris le temps de rédiger un discours pour l'ouverture de notre atelier. Et également à l'atelier, on avait l'adjoint de l'ambassadeur d'Allemagne qui est venu présenter une introduction, un aperçu pour parler de l'importance de cela. On avait invité Caspar Eriksson, qui n'a pas pu être ici à Paris, mais il s'est rendu à notre atelier où il a parlé et son allocution tracé les liens entre le génocide en Namibie et le Shoah. Cela montre le niveau d'engagement au niveau de l'université concernant le sujet
génocide. Cet atelier sur l'enseignement de la Shoah a eu lieu en même temps qu'une exposition qui avait été préparée par la fondation de la Shoah, Holocaust Foundation, au Cap, qui est venu dans notre université avec leur atelier. Et au moment de notre atelier, on est allé voir cette exposition. Et bien entendu, la suite de cette exposition, les objets de l'exposition ont été donnés à l'Association des musées Namibia. Bon. Et les étudiants de notre université ont participé à l'élaboration de l'exposition Withdoi. Et dans la bibliothèque universitaire, on a pu montrer cette exposition. La décision de le mettre dans la bibliothèque était très importante parce que la plupart des étudiants passent par là. C'était dans le hall de la bibliothèque et les étudiants passent par là. Nous avions également quelques séminaires. Notre université a tenu des séminaires sur le sujet du génocide et d'autres sujets connexes, tels le transport de restes humains des camps de concentration, et on a fait la publicité de ces séminaires, pas seulement au niveau de l'université, mais également dans les quotidiens. Et on a également apporté nos affiches et nos programmes aux archives de la Namibie pour toucher un public plus large au-delà de la communauté de l'université. Ces séminaires sont toujours en cours. Et Reinhard a déjà présenté une conférence. Il reviendra chez nous au mois de mars où il parlera du génocide et des questions connexes. La presse de l'université UNAM, bien entendu, encourage la publication des livres par les membres du corps enseignant, mais publie également des ouvrages d'autres chercheurs qui des livres concernant la Namibie et l'Afrique australe. Et en 2015, la presse universitaire a publié un livre dont le titre est « La Namibie et l'Allemagne, négocier le passé », qui parle du génocide, entre autres sujets. Donc on a encore plusieurs membres de notre corps enseignant à la fac qui attendent la publication de leur livre. Donc ce livre a été prioritaire par rapport au livre des membres de notre faculté. Donc ça montre à quel point le génocide est pris au sérieux par les presses universitaires. Bon, il y a également nos étudiants qui rédigent leurs mémoires et leurs thèses. Donc, à tous les niveaux, les étudiants ont fait des recherches concernant le génocide. Ils ont adopté des perspectives historiques et juridiques concernant, entre autres, l'évolution concernant la reconnaissance du génocide et les réparations, les règles concernant la responsabilité d'État,
et également l'état des demandes auprès du gouvernement allemand. Il y a également des recherches comparées concernant d'autres réclamations et demandes, notamment par rapport aux demandes des survivants juifs contre l'État allemand et d'autres États. Jusqu'ici, le cursus officiel, le programme scolaire ne tient pas compte du génocide. Bon, j'ai regardé dernièrement, la période et les guerres sont prises en compte avec la guerre ou la perte des terres et du bétail. Mais le programme officiel dans les écoles namibiennes ne cible pas le génocide. Comme j'ai expliqué, à l'heure actuelle, le génocide ne fait pas partie du cursus ou du programme officiel. Ce qu'on envisage, bon, on peut parler avec Jérémy. Bon, lorsqu'on voulait que le patrimoine fasse partie du programme scolaire, et bon, on a réussi cet égard. Et donc on va faire la même chose maintenant pour faire en sorte que ceux qui rédigent le programme scolaire national, on peut leur demander d'inclure le génocide dans ce programme national pour que les jeunes et les plus jeunes soient au courant de ces faits du génocide. Donc, les étudiants à l'université, notamment ceux qui vont être des enseignants, bien entendu, ne pourront pas enseigner le génocide dans le cadre officiel scolaire. Mais certains de nos anciens élèves suivent cela de près. J'ai pu en parler avec certains de ces anciens élèves, et il y en a un qui a organisé quelque chose pour pouvoir enseigner le génocide. Donc, même si le génocide ne fait pas partie du programme formel, nos étudiants s'intéressent. Et ça va se voir au niveau de leur enseignement. Il reste bien entendu un danger, un risque. Si le programme officiel ne tient pas compte du génocide, les gens pourraient ignorer les signes et les symptômes et les risques de génocide. Et il faut savoir qu'il y aurait un danger de voir une répétition du génocide. Donc je vais citer l'archevêque Desmond Tutu, qui est membre du comité de la commission de Shoah. Il a dit, on apprend le Shoah pour qu'on puisse devenir plus humain. On doit chérir chaque être comme étant un être d'une valeur infinie pour que cela ne se produise plus jamais. Merci, chers collègues, vous avez insisté sur ces questions de transmission qui sont en effet extrêmement importantes pour toutes les sociétés, y compris d'ailleurs, bien que ce ne soit pas le sujet, pour la société française. Il est bien évident que si ces questions ne sont pas évoquées clairement, elles continuent à hanter les sociétés et quelquefois elles leur reviennent dans la figure d'une façon qui peut être assez épouvantable. Donc merci encore. Il nous reste donc un certain nombre de quelques minutes aussi pour des questions, là, comme tout à l'heure. Donc pouvons vous inviter à les poser. Bonjour. Moi, j'ai une question qui est un peu complémentaire, mais j'en profite puisque j'ai des Namibiens
sous la main. Dans le processus de préparation de l'exposition et du colloque, on s'est heurté à quelque chose qui me paraît quand même absolument très important pour ce qui est de la recherche et de la reconnaissance du génocide en Namibie, mais au-delà, c'est-à-dire à une impossibilité totale d'accéder aux archives nationales namibiennes, qui pourtant conservent des documents extrêmement importants, hein, donc notamment les Hendrik Witbooi Papers, et puis des documents complémentaires aux documents allemands, bien qu'il y ait aussi des documents allemands. Donc je voudrais savoir, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ces archives et pourquoi on ne peut pas du tout y accéder. Enfin, nous, on a tout essayé, hein, Facebook. Alors on m'a dit, c'est Jérémy qui nous a dit ça, que la personne qui était en charge était pregnant, et que donc... mais du coup, c'est quand même un peu embêtant d'une part, se dire que si la responsable est enceinte, il n'y a plus accès aux archives pendant quand même de nombreux mois. Et puis, j'ai aussi entendu dire qu'il y avait quand même beaucoup de papiers qui avaient disparu des archives depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir un peu ce qui se passe là-bas. Bonjour, j'aurais également une question en français. Comme le génocide n'est pas abordé apparemment en tant que tel dans les programmes scolaires en Namibie, je voulais savoir, lorsque l'on traite de cette période de l'histoire de la Namibie et des affrontements et des luttes et des combats contre l'armée allemande, finalement, est-ce que cela apparaît uniquement comme une guerre coloniale, ou comment finalement est-ce abordé, comment traite-t-on des morts et des résultats de ces combats? Et une deuxième question, est-ce qu'il n'existe pas au niveau national ou pour le moins scolaire une journée commémorative justement du génocide, ou est-ce que ce n'est pas du tout d'actualité? Merci. Oui, il y avait une autre question devant, là, oui. Yes, I would come up with an observation which I made 2 Une years observation and a half peut-être ago in Windhoek. que j'ai faite déjà il y a 2 ans à I Windhoek. went to the National Independence Je Museum, suis allée au musée Indépendance nationale qui était ouvert, enfin, à ce moment-là. Je ne vais pas décrire le lieu, mais il y a une chose qui m'a frappé dans le discours, dans les images, etc. Surtout d'un point de vue historique. Les atrocités coloniales étaient documentées, certes, mais je n'ai pas vu le mot génocide. Et j'ai eu l'occasion aussi d'aller dans le nouveau musée militaire d'Okahandja. Et il y avait sur les fresques toutes les photographies et les documents, etc., que l'on trouverait dans une exposition ici. Hein, il n'y avait pas tellement de différence. Là, c'est documenté. Le passé, avec en avant-plan des images immenses de la bataille, de Puita Kanavale, et des avions qui passent, etc. J'ai regardé un peu tout ça, et je me suis adressée aussi à la personne en charge de tout ça, et j'ai dit, mais j'ai pas vu le mot génocide. Et la dame, parce que c'était une dame, m'a répondu, oui, oui, je vais en parler. Genre, je vais en référer aux autorités supérieures. Alors, je voudrais savoir ce qui a changé entre-temps, vous voyez. Est-ce que le génocide a été intégré, cette fois-ci, dans la nouvelle narrative nationale? Ce que moi, j'ai observé à ce moment-là, c'est qu'il y avait 2 parties qui n'ont pas fusionné. Il y a 2 narrations, hein, au sujet de la chose, mais il n'y a pas vraiment d'unité. Docteur Akawa, si vous voulez commencer à répondre. Thank you for the questions. Merci I'll beaucoup talk about de the cette National question. Archives of Namibia. En ce qui concerne les archives en Namibie, I'm not aware of documents that
are lost. I'm at least aware of the blue book which was displayed for a number of years. Bon, il y avait le Blue Book qui avait été égaré pendant de nombreuses années, mais found as we on speak. l'a retrouvé. But maybe I can be quite honest on the other level. Since the head of the archives, Vena Hillebrand, has retired, the archives had a bit of a challenge attracting someone to head it. The person that you are referring to, who was the head of the archives and who was pregnant at the time, by the time she delivered, she had gotten another job. Et au moment d'avoir son enfant, elle avait trouvé un autre emploi. Now, the position has been advertised, still trying to get someone to head the National Archives. Le poste, I don't think it is filled. On cherche toujours un so I directeur, think that's quite honest that mais on n'a pas encore trouvé. Since there is no head, sometimes maybe the responses can be quite slow or maybe not at all. That's a challenge that the National Archives is facing currently. Donc ça c'est un problème, un défi. I think the documents, most of them are still there. Mais It could be that maybe people don't put them Il est possible que les gens ne les remettent pas people leur that work place. at the floor are not trained archivists, so certains des that could be the challenge. salariés ne sont pas des archivistes bien formés. Ça pourrait as I said, genocide is not part of the formal school curriculum. Cursus du programme as we speak, national there is officiel. no day Donc, à l'heure to actuelle, commemorate the il n'y a genocide. pas de jour There has pour been a call commémorer from le génocide. a number of people suggesting that there should be something like that. They are Certains ont even demandé l'instauration d'une suggesting journée. days when this should be. But Les gens proposaient des we dates all know précises pour it has to be a commémorer national le day. génocide. Mais It nous has savons to tous be que si ça va être une journée nationale, il by the faudra government. que cela fasse l'objet d'une approbation Of course, par people can suggest, le gouvernement. but the final approval rests with On peut proposer, the mais government. c'est au gouvernement We are hoping that something like prendre that cette happens. décision. On espère que I think une journée the first de commémoration. presentation this morning by Jeremy Sylvester La has première présentation addressed ce matin the issue qui a of été faite par Jeremy genocide Sylvester and the nous Independence Memorial. a parlé justement du génocide et de, Maybe you missed it. et de la mémoire. But Peut-être- Jeremy oui, voilà, vous ne l'avez has, pas I think, peut-être beautifully, entendu. Mais Jérémy talked a about how the parfaitement genocide is parlé presented in the national, de the la manière Independence dont Memorial on, Museum, dont and on the parle, challenges of that presentation. dont on parle du how the génocide genocide is et comment il est abordé presented and narrated, et présenté dans by that les exhibition. musées I don't know if I have to go through that, et l'exposition but I think we qui had a a good été presentation consacrée about that. à la guerre. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant I parce que la think you are présentation lucky disait that you tout. got into the military museum. Quant à I vous, haven't. monsieur, je suis ravie de savoir que vous avez eu la chance de pouvoir visiter le musée militaire, hein, parce que moi, je n'ai pas eu cette chance. I'm being honest. I never Je got suis a très chance honnête to avec go vous. to Hein. the museum, C'est so I vrai, really non, don't non, know what is there. j'ai jamais eu l'occasion What's d'y aller. presented. I don't know Je ne what sais kind of absolument pas ce narrative qui is s'y being trouve. told Je ne by sais the pas military quelle est museum as we l'histoire qui est speak. racontée It's là-bas. not officially Officiellement, en fait, il and n'est I pas think you're ouvert au lucky that public. you Hein. got there. Donc c'est vraiment une grande chance pour vous. Je vais essayer à nouveau de m'y rendre. I don't know if that's an answer. Bon, c'est pas vraiment une réponse hein, que je vous donne là. But I cannot say I think anything about the military museum and the Mais je narrative ne peux they are rien trying dire to sur ce portray because musée militaire et la narration en cours là-bas, parce que effectivement nous, en tant que public, on n'a pas le droit d'y aller. Donc on a, voilà. Donc vous avez beaucoup de chance. Il va falloir quand même que je vous demande des tuyaux. Vous voyez, comment vous avez fait, vous? J'aimerais faire un petit commentaire rapide sur ces sujets-là.
Nous parlons de la narration maître des deux côtés, ce que nous devrions dire, ce qui devrait être raconté des deux côtés officiellement, etc. Et je trouve qu'une journée de commémoration, un jour férié, a beaucoup de force. Alors que ce soit une journée férié, que ce soit le jour de la mémoire. En Allemagne, on a une journée commémorative de l'Holocauste. Ce n'est pas un jour férié, mais ça a lieu le 27 janvier, qui est le jour où le camp de concentration d'Auschwitz a été libéré par l'armée soviétique. En août 1945. Et le Bundestag organise, donc, en Allemagne, les députés organisent une séance un peu particulière. Mais ça, je trouve que ça reflète un peu précisément quand même de l'intention des gouvernements, de l'état d'esprit d'un pays. Ça fixe aussi des priorités, c'est-à-dire quelle importance pour un pays, pour un gouvernement, de désigner comme ça des jours au cours desquels on respecte et on commémore un événement particulier. Donc, ce sujet du génocide namibien, pour l'instant, n'est pas pris en compte dans aucun des deux pays. C'est surtout ça. Bien, écoutez, nous sommes parfaitement à l'heure. Il faut en remercier à la fois le public et bien sûr les communicants. Tous ces exposés nous ont tous apporté énormément. Bon, il est dommage évidemment qu'on ne puisse pas les prolonger. Bon, ça pourra peut-être se faire à d'autres occasions. En attendant, je remercie tout le monde et donc nous allons nous lever maintenant pour laisser la place aux personnes suivantes.